Alors bonjour, je suis aujourd'hui avec Margot Magnin, qui est diététicienne, qui a un master en santé publique. On va parler plus spécifiquement aujourd'hui de l'alimentation des seniors, une thématique importante. On a tous un proche, quelqu'un qui est plus âgé, à qui on aimerait toujours pouvoir donner de bons conseils sur l'alimentation. On propage aussi quelquefois un peu des fausses idées, des fausses croyances. Quelles pourraient être ces fausses croyances qu'on a tendance un petit peu à véhiculer aujourd'hui, Madame Magnin? Alors merci pour l'invitation déjà. Donc il est vrai qu'en nutrition et en alimentation, il y a un certain nombre de fausses représentations qui peuvent courir. C'est vrai que ça touche tout un chacun, le fait de se nourrir. Et du coup, c'est un peu, si je peux me permettre l'image, comme le Covid. Du coup, tout le monde a son avis et tout le monde se sent parfois un petit peu expert. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec la télé, la radio, les médias sociaux, tout ce qu'on peut lire en fait aussi sur Internet, en termes d'alimentation, c'est parfois difficile de savoir finalement qu'est-ce qui est le vrai du faux, qu'est-ce qui est parfois le correct du moins correct. Donc moi, je vous partage avec grand plaisir quelques fausses représentations que j'ai entendues autour des personnes alors qu'on va appeler aînées ou les plus de 65 ans pour aujourd'hui. C'est vrai que typiquement, ça pourrait être le genre de phrase vous voyez, avec l'activité physique que je fais aujourd'hui, bah, franchement, j'ai moins faim, c'est clair. Ou ça peut être aussi... Vous savez, je ne suis pas la seule qui aime moins la viande, il y en a plein qui sont comme moi. Ça pourrait être encore, vu que j'ai plus mon travail physique comme à l'époque, bah c'est clair que maintenant je mange moins. Et là, derrière les sous-entendus, c'est que c'est tout à fait normal. Et c'est vrai qu'on va le voir par la suite, bah, ce n'est pas tout à fait si normal que ça. Et cette diminution des apports dont on parle là derrière, elle peut avoir des conséquences, et notamment des conséquences qui nous interpellent en tant que professionnels de la nutrition. Après, en tant que soignant, c'est ce que vous disiez, ou même personne qui gravite autour de nos aînés, on peut aussi avoir ce genre de phrases qui sont comme ça, sans vraiment d'impact, mais qui veulent dire là aussi des fois une minimisation d'une diminution des apports. C'est typiquement un soignant qui va dire, voilà, ils ont les repas à domicile, ça leur fait pour midi et soir, pour le couple. Point, sans forcément une action derrière. Et là, on se rend compte en fait que ça peut rester une fausse représentation parce qu'un repas à domicile pour 2 personnes midi et soir, c'est globalement pas suffisant. Ça pourrait être la même chose pour un soignant qui va dire bah, Madame a très bien mangé, elle a mangé sa soupe toute complète et puis son yogourt. Alors que là aussi, pour la grande majorité de la population, une soupe et un yogourt pour un souper, ça reste quand même très peu. Donc voilà, ça c'est des représentations qu'on peut avoir parfois sur une diminution des apports qui intervient chez les aînés, alors bien sûr pas chez tous, pas forcément au même moment, où on se rend compte qu'il peut y avoir des conséquences et on va parler de ça aussi aujourd'hui. C'est vrai que c'est parfois assez difficile de s'y retrouver là-dedans. Donc, à partir de quel moment on devrait s'inquiéter en fait d'une baisse d'alimentation chez les personnes de 65+. Alors, je dirais que ce n'est pas si simple de répondre à cette question parce que les 65 ans et plus, c'est des multitudes de situations différentes et plurielles. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse unique pour tout le monde. Néanmoins, ce que je dirais, c'est que du moment qu'il y a une diminution des apports alimentaires, ça peut avoir un impact en fait sur la masse musculaire. Et là, c'est quelque chose auquel on doit être très attentif parce que la masse musculaire, c'est notre autonomie, ça peut arriver sur une dénutrition, même des difficultés en fait pour un maintien à domicile, et donc ça c'est primordial. Ce que je vous proposerais peut-être, c'est de visionner quelques minutes une vidéo que j'avais vue dans le cadre de la Semaine nationale française contre la dénutrition. Je trouve qu'elle résume assez bien les choses en images. Elle a été fabriquée en fait par l'Université d'Alberta au Canada, où ils sont assez avancés en termes de nutrition. Et peut-être on continue comme ça après avec la suite des réponses. Le corps est composé de nutriments et de substances qui sont les éléments de base de la structure corporelle. Il favorise la formation des os, du gras et des muscles. Les muscles squelettiques jouent un rôle très important pour le maintien d'une bonne santé. Ceux-ci représentent environ 40% de la masse corporelle. Ils sont essentiels à la fois pour la motricité et l'équilibre.
Ils améliorent aussi la force physique, le système immunitaire et la guérison des blessures. Les protéines de l'organisme se trouvent surtout dans les muscles. Ces protéines sont mobilisées en cas de maladie, d'une mauvaise alimentation ou d'une carence en protéines. L'apparence physique ne permet pas de déterminer la quantité de masse musculaire. Celle-ci peut être faible sans que cela paraisse. À lui seul, le poids ne nous dit rien sur la masse musculaire. Elle peut en effet varier chez les personnes qui ont le même poids. Et les personnes souffrant d'embonpoint peuvent elles aussi avoir une faible masse musculaire. Dans cet exemple, les deux personnes ont le même poids et la même charpente physique. Elles ont toutefois une masse musculaire différente, l'une étant faible et l'autre normale. La perte de masse musculaire peut être causée par le vieillissement, une maladie ou une blessure. Elle peut survenir assez rapidement en cas d'alitement ou d'hospitalisation. La perte musculaire peut être causée par des problèmes de santé comme le cancer, le diabète, l'arthrose, l'adipocité, les maladies des reins et du foie, les maladies cardiaques, le VIH, le sida et les maladies pulmonaires comme la MPOC. Comme la masse musculaire est importante pour la santé, sa diminution peut entraîner de graves problèmes de santé. Elle peut limiter les capacités physiques et la mobilité, diminuer la qualité de vie, augmenter les complications pendant et après une chirurgie et prolonger l'hospitalisation. Une réduction de masse musculaire peut même diminuer l'espérance de vie en cas de problème de santé. Les conséquences de la perte musculaire dans les cas de cancer ont été étudiées à fond. Une fonte musculaire peut survenir à tous les stades du cancer, du début jusqu'au stade terminal. Elle peut augmenter le risque d'effets secondaires graves liés à la chimiothérapie et de progression du cancer. Elle peut aussi raccourcir la survie d'un patient atteint de cancer. Prévenir et renverser la perte de masse musculaire peut améliorer les résultats de santé et les chances de survie, en plus de réduire l'utilisation des services et utilement les coûts en soins de santé. C'est pour ça qu'il est si important de prévenir et de renverser la perte de masse musculaire. Une masse musculaire saine passe par le traitement des maladies et l'activité physique. L'alimentation joue aussi un rôle essentiel en fournissant les nutriments et les substances nécessaires à la formation des muscles. Tout comme le vilain petit canard, l'alimentation est souvent négligée. Beaucoup ne lui accordent pas l'attention qu'elle mérite, malgré son rôle important pour prévenir et renverser la perte de masse musculaire. Tout comme le corps a besoin d'air pour respirer, il a besoin de nutriments pour la formation des muscles. Plusieurs nutriments favorisent la formation et le maintien des muscles, surtout les protéines qui sont le principal élément constitutif des muscles. Donc si je comprends bien, comme on l'a vu dans cette vidéo, des apports alimentaires moins grands ont plutôt tendance à faire diminuer la masse musculaire. Oui, après, effectivement, ça dépend de nouveau toujours des situations. Alors, je vais essayer de prendre des exemples des fois pour bien illustrer les propos. Typiquement, si j'ai quelqu'un qui arrive à la retraite, qui a un jeune retraité de 65 ans, qui a plus de temps qu'auparavant, qui se met à faire de la marche plusieurs fois par semaine et qui diminue un peu ses apports et qui perd un peu de poids, a priori, je ne m'inquiéterais pas tant que ça parce que je me dis que voilà, dans le contexte qui est cité, du coup, la masse musculaire, elle va être préservée par l'activité physique et par une alimentation qu'on pourrait considérer comme correcte. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que dans la palette entre guillemets, des personnes de plus de 65 ans, on n'a pas forcément que ces cas de figure-là et que souvent, quand même, une diminution des apports va plutôt être combinée avec une diminution aussi de l'activité physique. Et là, clairement, ça va se faire au détriment de la masse musculaire. Donc, c'est ce auquel on doit être attentif. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les besoins en fait, d'une personne adulte en santé et d'une personne âgée aussi en santé, si on prend cette population-là, finalement, on n'a pas des différences qui sont si marquées. Il faut savoir que le tube digestif en fait, d'une personne un peu plus âgée, forcément, il est aussi un petit peu moins performant que quelqu'un qui a 20 ans. Et c'est ce qui fait que des apports quand même conséquents sont relativement importants. Donc là, si vous pouvez voir sur la slide, sur la gauche, vous avez les besoins. Alors, ça reste très théorique, mais ça donne quand même une idée des besoins en fait, pour une personne adulte. Et puis sur la droite, les besoins pour une personne âgée en santé.
on voit dans la première ligne que les besoins en calories ou en énergie, finalement à 200 calories près, ce qui est peu, ça va être très similaire. Et puis ensuite, si vous descendez, bon, vous voyez les différents nutriments, mais si on voit au niveau des protéines, typiquement, il faut pour une personne âgée, en tout cas pas moins de protéines, voire même davantage. Et puis c'est la même chose en fait pour le calcium, où il faut aussi la même chose, voire davantage. Pour préciser, les protéines, c'est principalement ce qu'on va trouver dans la viande, dans le poisson, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses, donc tout ce qui est les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, etc. Et puis le calcium, c'est en grande partie dans les produits laitiers, même si on pourrait faire une liste bien plus détaillée. Donc voilà, on se rend compte que finalement, une personne qui va avoir des apports diminués, peut-être qu'elle ne va pas pouvoir réussir à couvrir ses besoins. Et puis, ça veut dire que le corps, il va utiliser ses calories et ses protéines. Et une fois qu'il n'a pas le quota, il va aller puiser dans les réserves. Et notre corps, c'est extrêmement facilement aller puiser dans les réserves de muscles. Alors que dans les réserves de masse grasse, comme tout le monde le sait, on aimerait beaucoup que ça aille puiser très vite dans le gras, mais malheureusement, notre corps, il n'est pas fait tout à fait comme ça, et c'est plus délicat. Donc le corps a plus vite tendance à puiser dans les réserves de muscles. Donc c'est la raison pour laquelle je dirais que dès qu'il y a des apports qui sont diminués, ça devrait nous faire une petite attention. Et puis c'est clair que plus ça va être marqué, plus ça va durer dans le temps, plus c'est important d'y être attentif. Et puis ensuite, on verra plus tard que quand on parle de dénutrition, il peut y avoir des critères. Mais c'est vrai que c'est typiquement un chiffre que j'aime assez donner, c'est du moment qu'on a une perte de poids de 5% de son poids, on parle de dénutrition. Donc c'est-à-dire par exemple pour quelqu'un de 70 kg, 3,5 kg, et on doit prendre ça au sérieux. Donc jusqu'à maintenant, vous nous avez donné quelques exemples un peu pratiques. Et je sais que justement, dans votre pratique professionnelle, vous avez des cas concrets. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un exemple, d'un cas concret d'une personne âgée pour illustrer en fait ce lien entre alimentation et masse musculaire? Oui, bien sûr, et je pense que c'est comme ça qu'on se souvient le mieux en fait des exemples. Donc je vais prendre quelqu'un que j'ai vu même dernièrement. Une personne de 75 ans, une dame en très bonne santé habituelle, vraiment battante, qui est à la maison, donc un cas, on va dire un bon cas. Et malheureusement, en guillemets, elle a eu un cancer qui a été détecté, donc ça a nécessité une hospitalisation avec une opération relativement petite, on va dire, mais quand même une opération. Et elle rentre à la maison donc avec l'aide des soins à domicile. Et quand elle est vue, voilà, elle sait qu'elle aura un traitement de chimio qui va être chaque jour au départ et puis un petit peu espacé. Et ça veut dire qu'elle va devoir aller de son domicile jusqu'à un centre de traitement au quotidien. Et là, elle fait quand même part aux soignants en fait, du fait qu'elle est quand même assez fatiguée, du fait d'avoir été hospitalisée, qu'elle se fait quand même un petit peu de souci d'être suffisamment costaude pour pouvoir faire les trajets jusqu'à ce centre de traitement tous les jours. Et puis c'est vrai qu'elle demande un peu le bras au moment d'aller à la salle de bain à ce soignant, comme ça elle se dit qu'elle est plus sûre. Et typiquement dans ce contexte-là, la fille qui est présente, elle mentionne aux soignants en disant c'est vrai que depuis que ma maman elle est rentrée, elle a vraiment très peu d'appétit. Donc voilà, ça c'est typiquement un cas, j'ai envie de dire, un peu classique. Et la question c'est, est-ce que finalement c'est normal que cette personne elle ait un peu moins d'appétit? Alors ce que je dirais, c'est qu'en tout cas c'est clairement compréhensible parce qu'elle a quand même 75 ans, elle vient d'être hospitalisée avec une opération, elle a des médicaments qui sont nouveaux, un petit peu de crainte avec ces traitements de chimiothérapie, donc j'ai envie de dire qu'elle mange moins, ça ne m'étonne pas du tout en fait. Maintenant la question c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça et combattre ça? Et là alors ma réponse c'est clairement absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait si ce n'est pas le cas, on va voir que cette personne elle va diminuer ses apports comme on l'a dit avant, avec toujours des besoins qui sont quasiment les mêmes que quand elle était adulte. Et puis, ça peut engendrer du coup de la fatigabilité, de la difficulté finalement à supporter ces traitements de chimiothérapie, encore davantage finalement que si elle était bien nourrie. Ça peut remettre en cause peut-être ses trajets jusqu'au centre de traitement et ça pourrait même à terme entraver en fait son maintien à domicile. Donc on voit pour une phrase qui est dite finalement aux soignants, ma maman a très peu d'appétit depuis qu'elle est rentrée,
tout ce que ça peut engendrer. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la spirale de la dénutrition. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que du moment qu'il y a des apports qui baissent et qu'on arrive dans une dénutrition, la moindre problématique, ça peut être une infection urinaire, une petite pneumonie ou une infection quelconque, va du coup de nouveau diminuer l'appétit, engendrer de la fatigue supplémentaire, peut-être des craintes supplémentaires, donc de nouveau des apports inférieurs, et puis on va pouvoir arriver comme ça vers une complication supplémentaire et peut-être un escarre, pourquoi pas arriver vers une chute, etc. Et c'est vraiment une spirale qui est très négative. Et plus vite on va réussir à couper la spirale au départ en fait, de cette problématique, plus vite on aura des impacts positifs. Donc là, typiquement, chez cette personne-là, on a quelque chose qui est débutant, j'ai envie de dire. Elle était en très bonne forme jusque-là, elle se bat pour rester à la maison, elle montre aux soignants que tout ce qu'elle peut, elle le fait. Et clairement, en soutenant en fait son alimentation, je pense qu'on va pouvoir vraiment avoir un impact. Et surtout, si on ne le fait pas, on va avoir des impacts probablement très négatifs, et notamment sur la qualité de vie de cette personne, qui là nous montrait vraiment, moi je veux rester à domicile le plus longtemps possible. Donc ça, c'est typiquement le genre de cas qui me font dire, si cette personne me dit, mais vous voyez, à mon âge, on a moins faim, eh bien non, c'est une fausse représentation et on peut se bagarrer là contre. Ce qu'il faut dire, c'est que partout, cette dénutrition, comme je l'appelle, alors qui est vraiment la version quand même avérée, elle peut être considérée comme le symptôme d'une maladie. Ça veut dire que la personne elle a un cancer, donc elle a moins d'appétit, elle perd du poids, elle est dénutrie. Ben, finalement, c'est le symptôme du cancer, ce qui n'est pas le cas. Ou il y a même certaines personnes qui considèrent que le fait de se dénutrir, donc de perdre du poids, perdre des muscles, peu s'alimenter, c'est typiquement un fonctionnement normal du vieillissement. Et ça, je tiens à le préciser, c'est pas correct en fait. La dénutrition, c'est vraiment une pathologie en plus. C'est carrément dans la classification CIM-10 des pathologies considérées comme telles. C'est même gradé, une dénutrition légère, modérée, sévère. Et du coup, ça devrait nécessiter un traitement comme n'importe quelle pathologie supplémentaire qui s'ajoute dans une situation. Donc là, clairement, c'est un cas, on va dire, assez standard, mais où traiter cette dénutrition ferait du sens. Donc on voit bien en fait cette importance des questions d'alimentation pour la santé générale du senior. Est-ce que c'est souvent quand il y a des problèmes de maladie, des opérations, des problèmes de santé autres que surviennent ces problèmes de dénutrition ? Alors, je dirais que de nouveau, la réponse, elle est voilà, parfois multiple et variée. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai un cursus quand même hospitalier, donc souvent, les exemples que je prends, ils partent quand même des aspects où il y a la maladie qui entre en ligne de compte. Maintenant, la dénutrition, en fait, c'est vraiment un déséquilibre entre les apports et les besoins. Donc, ça veut dire les apports alimentaires, notamment en calories, en protéines, comme on a discuté avant, et puis les besoins de la personne. Et c'est clair qu'en cas de maladie, l'équilibre, on va dire, peut être perturbé, soit parce que les besoins sont augmentés pour se bagarrer finalement contre certaines pathologies, soit parce que les apports sont diminués. Donc c'est vrai que c'est un cas de figure qui est quand même très classique. Maintenant, je dirais que la maladie, c'est souvent plutôt un amplificateur ou un déclencheur, mais c'est vrai que les causes de la dénutrition, elles sont souvent multiples et imbriquées. Et il y a des cas, excepté typiquement le cas qu'on vient de discuter, où c'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus dans le temps, et du coup beaucoup moins visible encore pour la personne elle-même, pour son entourage, pour les gens qui gravitent autour de cette personne. Donc ça va plus passer comme à la trappe, entre guillemets. Typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé précédemment, au même titre que le tube digestif est un petit peu moins performant peut-être que quand on a 20 ans, les autres sens d'une personne qui passe les 65 ans et plus elle avance dans la vie vont aussi peut-être être un petit peu altérés. Un des sens qui peut être altéré, c'est typiquement le goût, avec notamment des goûts qui peuvent être diminués. Et ça, c'est clair que ça va avoir un impact sur le plaisir au repas, l'envie de manger, etc. Il y a souvent le goût sucré qui est le moins touché. Donc ça, c'est des fois intéressant de le savoir parce que même si quelqu'un dans son âge adulte n'était pas forcément
pousser vers les produits sucrés, des fois, tout d'un coup, ça peut évoluer. Dans les autres sens, typiquement, une vue qui serait un tout petit peu moins performante, ça peut aussi avoir un impact parce que du coup, l'aspect de l'alimentation, suivant les lumières qui sont autour de la table, autour de la salle, peut-être vont aussi avoir un aspect, l'alimentation aura un aspect un petit peu moins encourageant et ça peut aussi avoir un impact. L'ouïe, même moi-même, je me suis dit, mais l'ouïe, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Eh bien, c'est vrai que des fois, quand par exemple quelqu'un a l'ouïe qui baisse un petit peu ou qui est plus difficile, il peut y avoir des bruits qui deviennent parasites et gênants au moment du repas, ou alors, par exemple, s'il y a une tablée, d'essayer de comprendre toutes les discussions, de les suivre, en même temps de se concentrer sur la nourriture, ça peut parfois rendre la prise des aliments plus compliquée, et puis du coup, la tendance, c'est des fois d'abandonner un petit peu plus vite, par exemple, ou de limiter les quantités qui sont au final consommées. Après, il y a toutes les problématiques qu'on peut voir au niveau de la dentition et des dents, des appareils dentaires, des fois qui sont plus ou moins bien supportés. Et on peut avoir, par exemple, des fois des gens qui progressivement, en fait, évitent certains aliments parce que ils conviennent pas si bien. Et puis, typiquement, ça peut être des groupes d'aliments qui sont un peu mis de côté comme ça de manière banale. Mais souvent, ça sera quoi? Ça sera la viande qui contient beaucoup de protéines et dont on a besoin pour entretenir ses muscles. Donc vous voyez, c'est insidieux, mais ça a un impact qui peut devenir très conséquent, surtout si ça s'imbrique avec d'autres éléments. Après, il peut y avoir toute la question, par exemple, des deuils, le fait d'être, par exemple, avec une dépression, alors pas forcément sous le terme clinique, mais des baisses de morale qui peuvent être en lien avec certaines craintes, avec des changements dans la vie. Il peut y avoir le fait de manger seul. On sait que pour un certain nombre de personnes, de manger régulièrement seul, c'est pas si encourageant que ça en fait, et ça peut modifier les habitudes alimentaires. La liste, elle sera pas du tout exhaustive, mais c'est vrai que ça pourrait être des points particuliers au niveau de la table, on va dire, et des sens. Après, il y a aussi tout ce qui est l'approvisionnement. Il peut y avoir parfois pour quelqu'un typiquement d'aller au magasin où il allait jusqu'à maintenant sans aucun problème, où ça commence à devenir un petit peu plus long, surtout quand on doit porter des courses, etc. Là, vous me direz, mais il y a plein de choses qui existent. On peut se faire livrer à domicile, il y a les repas à dom, etc. Ce qui est complètement vrai, ce qui peut parfois aussi engendrer que typiquement il y ait moins de variété. Parce que typiquement, si c'est une famille qui fait les courses et puis qu'elle n'a pas forcément un attrait, on va dire, spécifiquement pour ça, ça peut arriver qu'on fournit systématiquement les mêmes yogourts, les mêmes pâtes, les mêmes produits, parce qu'on sait que c'est des produits qui sont appréciés. Mais du coup, à terme, ça peut avoir un impact sur la variété, l'envie, etc. Au même titre, parfois la fatigue qui peut arriver chez certaines personnes, ou bien une envie moindre de préparer les repas, ça peut aussi à terme diminuer la variété, arriver souvent sur les mêmes produits, et puis du coup à terme, soit il y a des groupes d'aliments qui sont moins représentés, soit on peut avoir des quantités qui deviennent gentiment moindres. Tout ça, je dirais, vous voyez que c'est multiple, puis je pourrais en dire encore plein. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de raisons qui s'imbriquent et qui peuvent faire qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'un épisode dans la vie de maladie ou d'autres choses, eh bien en fait cette masse musculaire, elle peut diminuer soit progressivement, soit des fois un peu par cascade. Et puis ce qu'on sait, c'est que plus on avance en âge, moins on va récupérer de la masse musculaire qui est partie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets cet accent sur cette masse musculaire, cette dénutrition, etc. parce que c'est ce qui est méconnu et qui a un impact vraiment majeur sur la qualité de vie et sur le maintien à domicile, et que je mets moins l'impact ou la discussion peut-être sur qu'est-ce que c'est une assiette équilibrée standard, parce que ça, je pense que beaucoup de gens, en gros, le savent. Après, ils le suivent, ils ne le suivent pas. Mais j'avais envie de mettre l'accent aujourd'hui sur cette problématique spécifique de dénutrition. Et je trouve que c'est encourageant d'un côté parce que c'est aussi nous donner à nous en tant que professionnels, aussi en termes de promotion de la santé, un certain nombre de pistes, tout ce que vous avez évoqué jusque-là un peu comme facteurs qui peuvent avoir un effet sur la dénutrition, c'est autant aussi de pistes sur lesquelles on peut travailler pour favoriser l'alimentation des aînés. Peut-être aussi en termes de fausses croyances, on aurait l'impression qu'en fait, à peu près tous les aînés sont dénutris ou vont être dénutris. Qu'est-ce qu'on en sait un peu de la fréquence? Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors effectivement, en termes de fréquence, c'est vrai que si on parle du milieu hospitalier, alors ça dépend des études parce que ça dépend des critères, mais entre 22 et 50% des personnes qui sont en dénutrition, même à l'arrivée à l'hôpital, parce qu'on voit bien que du coup, cette maladie, elle a joué un rôle dans le contexte. Après, si on prend les gens qui sont en institution, on est plutôt autour des 12-15%, et si on prend le domicile, on est entre 4 et 10%. Donc effectivement, tout le monde n'est pas dénutri, ça c'est clair, et c'est pour ça que je disais, j'aurais pu faire toute une séance sur c'est quoi une alimentation recommandée pour une personne aînée, on va dire, en santé. Maintenant, par contre, pour ces personnes-là, le fait d'être en dénutrition, ça va avoir un impact majeur sur leur qualité de vie, sur le maintien à domicile, et c'est pour ça que j'avais envie de mettre l'accent là-dessus, surtout qu'on peut faire beaucoup de choses pour contrecarrer ça, en fait. Vous me parliez aussi, quand on s'est rencontrés, des personnes voilà, qu'on ne dirait pas qu'elles sont dénutries, des personnes qui peuvent être en situation d'obésité, mais qui, elles aussi, ont des problèmes de dénutrition. Oui, c'est juste, effectivement. C'est vrai que quand on parle avec n'importe qui gravite autour de personnes âgées, souvent, alors la dénutrition, ça a été entendu, mais souvent ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui revient beaucoup, c'est plutôt en fait la problématique autre en termes nutritionnels qu'est l'obésité, parce que ça, c'est quelque chose qui est visible et on sait que ça a aussi des impacts très importants en fait sur certaines personnes, avec notamment de la diminution de la mobilité, des difficultés par exemple pour certains soins d'hygiène, voilà, des conséquences aussi avec de la polymédication ou voilà, des comorbidités supplémentaires. Et ce qu'on oublie un peu, c'est que ces personnes qui peuvent être en obésité, voire même en obésité sévère, elles peuvent se retrouver avec une dénutrition au même titre que n'importe quel autre parce que leur goût va pouvoir être modifié, leur tolérance alimentaire aussi, etc. Et puis, du coup, c'est beaucoup moins vu en fait par n'importe qui gravite autour de la personne. Vous parliez avant de représentation, c'est typiquement de dire, mais voilà, madame A ou B, elle perd un peu de poids, mais en même temps, elle a des réserves. Eh bien non, ce n'est pas les mêmes réserves. Elle aura effectivement beaucoup de réserves en termes de masse grasse, mais par contre, la masse musculaire va être puisée comme chez n'importe qui. Et du coup, ça va avoir des conséquences même d'autant plus dramatiques pour cette personne qui pourrait se retrouver avec une masse musculaire plus faible et toujours son poids en fait à porter. Donc c'est vrai que pour les personnes qui peuvent être en obésité, ce qu'il faut rappeler, c'est que leur obésité, elle a été acquise généralement pendant l'âge adulte. Ça veut dire pendant la période où les sens étaient corrects, etc. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en étant un petit peu plus âgé, il peut y avoir cette diminution de l'appétit, il peut y avoir ces difficultés en lien avec le moral, l'isolement, etc. Et que souvent, en fait, on reste parti du principe qu'il y a une obésité et on oublie un petit peu qu'elle peut souffrir la même chose de fonte musculaire. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. Donc là aussi, une diminution du poids ou des apports de manière marquée doit faire une alerte en fait de ce côté-là. Donc voilà, on voit qu'une perte d'appétit, quelqu'un qui mange moins, c'est vraiment un signe d'alerte, peu importe en fait ce qui se passe tout autour. On a évoqué quelques pistes aussi sur les causes. Quelles recommandations on pourrait transmettre aux personnes qui nous écoutent ? Alors, on peut en prendre plusieurs. Effectivement, ce que je dirais peut-être pour rebondir quand même sur cette notion de l'obésité, qui aussi pour un certain nombre de personnes et d'entourage est difficile, c'est que si on a quelqu'un qui est en santé correcte et qui devait essayer de réagir, on va dire, par rapport à cet embonpoint qui est des fois aussi un petit peu embêtant, on va dire, dans la vie quotidienne, ça serait pour une personne qui est avancée en âge de ne pas forcément perdre du poids, mais par contre d'encourager l'activité physique et puis surtout que le poids ne monte pas avec le temps. Je pense que déjà ça, c'est déjà génial. Et si on a quelqu'un qui est en capacité de se mobiliser ou autre, on pourrait éventuellement, mais alors avec un contrôle, je dirais, médical ou par un diététicien strict, essayer de baisser légèrement ce poids, mais il faut absolument du coup que ça soit sous contrôle et avec une activité physique très renforcée. Après, pour toutes les personnes qui ont plutôt tendance à baisser leurs apports puis à arriver vers cette fameuse dénutrition qui nous inquiète, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai bien détaillé toutes ces causes, c'est que peut-être la première chose à faire, c'est de se dire mais quelles sont les causes qui concernent
telle personne et d'essayer d'y remédier. Donc ça peut être soit en l'invitant pour des repas, en participant à la préparation des repas, en variant les courses qu'on lui amène, en mettant peut-être en dressant la table pour que le contexte soit assez sympathique, peut-être dans certaines maisons en ajustant la luminosité pour que voilà, cette table elle paraisse encourageante et plutôt que l'inverse, par exemple pour quelqu'un qui aurait quelques difficultés de vision. Ça peut être d'ajuster des fois les services pour quelqu'un qui aurait de la peine avec l'appréhension. Donc c'est vraiment de comprendre la cause et de réagir à ça. Ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour, on va dire, augmenter les apports, mais sans forcément de devoir toute la longueur rappeler à la personne « il faut que tu manges plus, il faut que tu manges plus, il faut que tu manges plus ». Parce que, alors je pense que c'est bien de sensibiliser, mais il y a un moment, si elle n'y arrive pas davantage, c'est peut-être aussi qu'il y a des difficultés. On a parlé, si je ne me trompe pas avant, de l'exemple de manger une soupe et un yogourt, par exemple, le soir. C'est vrai que typiquement, il y a la possibilité, dans ces aliments-là, de les enrichir, en fait. Typiquement, de rendre cette soupe, au lieu que ça soit de l'eau avec 3 petits bouts de légumes qui se courent après, d'avoir en fait là-dedans un petit peu de fromage râpé ou des œufs qui auraient été délayés ou un petit peu de graisse pour que ça fasse des calories, pour avoir quelque chose de nourrissant dans le même volume plutôt que quelque chose qui remplit l'estomac avec finalement très peu de calories et de protéines. Donc il y a la possibilité comme ça d'enrichir les repas, de les rendre plus nourrissants et surtout, je dirais, en termes de protéines. Donc ça peut se faire dans la plupart des repas qui sont à disposition de tout à chacun et vraiment très simplement rajouter du fromage râpé, rajouter un petit peu de crème, rajouter par exemple des dés de jambon, des petits morceaux d'œuf dans une salade, etc. Ben ça c'est de l'enrichissement, ça prend pas de temps, ça coûte rien et ça peut vraiment pallier à certaines diminutions des ingestats. Ça peut être aussi de varier en fait les produits qui sont proposés à cette personne. Dans le marché actuel, on a des quantités de choses qui existent, donc de faire des tests, d'encourager, de solliciter la personne pour tester, etc. Après, c'est vrai que si tout ça, donc le contexte des repas, l'approvisionnement, la variété, rendre le repas attractif, etc., on voit que ça ne suffit pas. C'est vrai qu'il peut y avoir des soutiens, en fait, notamment si une dénutrition est vraiment mise en évidence. Donc avec ces 5% de perte de poids que j'aime bien rappeler un peu comme truc assez facile à calculer puis qu'on peut bien comprendre. Il y a aussi des scores, comme par exemple le NRS ou bien le score MNA, qui sont des scores de dépistage en quelques questions que n'importe qui n'est pas professionnel de la nutrition est capable de remplir et ça peut mettre en évidence une dénutrition ou pas. C'est vrai que dans ce cas-là, il y a la possibilité d'aller vers des traitements, en fait, vu qu'on a dit que c'était une pathologie. Alors, il existe, par exemple, des suppléments nutritifs que certains ont déjà vus. Et il y a plein d'arômes qui existent, des formats différents, etc. Donc, je crois que vraiment, c'est quelque chose qui peut être compris par la personne c'est comme un médicament. Et puis, si on le présente bien et qu'on teste différents arômes, je pense qu'il y a la possibilité de trouver quelque chose qui convient. L'autre jour, j'avais un monsieur qui me disait « Oh, la diététicienne, elle m'a fait goûter à l'hôpital la fraise, c'était des... » Je ne pense pas que je peux le dire dans la vidéo, deg. Voilà. Et puis alors, par contre, là, j'ai le café, c'est génial, j'en bois 1 par jour. Comme quoi, c'est la même personne, et puis elle voit tout à fait des impacts différents. Après, il y a la possibilité aussi d'utiliser d'autres collations. Donc, on a parlé des produits laitiers, de tout ce qui concerne en fait les protéines. Ça peut aussi se donner en petites portions plus souvent. Ça s'appellerait plutôt une alimentation fractionnée. Et ça, n'importe qui peut le faire à la maison. N'importe quel entourage, quel soignant peut proposer ça, le sortir d'un frigo, le mettre sur une table, rappeler à la personne de le prendre. Et puis, c'est clair qu'au fur et à mesure de la journée, ça fait des apports plus conséquents. Et puis après, si tout ça ne suffit pas, je pense que ça vaut la peine d'avoir dans le coup une diététicienne ou un médecin pour du coup trouver des alternatives supplémentaires. Et puis parfois, si vraiment il y a le besoin, notamment parfois transitoirement, il y a la possibilité d'avoir de la nutrition artificielle. C'est quand même une étape supplémentaire, mais des fois, elle peut vraiment aider une personne à passer un cap, par exemple un cap de maladie pendant quelques temps, pour reprendre sa vie du coup de manière bien plus agréable derrière. Donc je pense qu'il faut le voir comme un outil supplémentaire à notre palette.
Donc voilà, je pense que les médecins sont des personnes qui ont un regard par rapport à ça, mais c'est vrai que les spécialistes, c'est aussi les diététiciens et ils peuvent vraiment apporter une évaluation et des pistes supplémentaires dans une situation. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter de les solliciter. Merci Madame Magnin pour toutes ces précisions, toutes ces informations et cet échange. Est-ce qu'il y a un message clé que vous souhaiteriez répéter avant qu'on conclue ? Merci à vous. Oui, alors je dirais, voilà, les muscles sont vraiment notre autonomie. Ces muscles méritent d'être nourris correctement. Et puis voilà, quelque chose qui me tient peut-être à cœur, c'est que les personnes obèses, elles peuvent aussi souffrir de dénutrition et on doit être attentif pour tout un chacun. Et moi, j'ai encore juste une toute dernière question pour vous. Comment vous mangez, vous, Madame Magnin ? Parfaitement. Non, alors je pense qu'avec les connaissances que j'ai, voilà, qui sont maintenant presque innées en fait, à force de le dire, de le redire, etc. Je pense que j'ai une alimentation qui est assez variée, et probablement assez bien équilibrée si on compare à la plupart des gens, mais simplement parce qu'il y a plein de choses que je sais sans avoir trop à y réfléchir. Quand je fais mes courses, c'est pareil. Maintenant, dans l'alimentation équilibrée, il y a aussi les incartades, si on peut les appeler comme ça, et puis les aliments qui ne sont pas parfaits en termes nutritionnels, mais qui font partie de l'alimentation. Et puis chez moi, il y en a aussi, mais voilà, de manière, on va dire, tout à fait adaptée. Et j'y prends un grand plaisir. Et puis, c'est vrai que pour les personnes âgées, je suis la première à dire de la crème double, du fromage, etc. Bah, parfois, ça peut permettre de garder le poids et c'est bienvenu. Merci beaucoup. Un grand merci à vous.